Ils ont grandi ensemble, fréquenté les mêmes bars, les mêmes quartiers sensibles, ravagés par la drogue, la délinquance et sont devenus la cible des recruteurs de l'État islamique à Lunel. 26 000 habitants, une commune qui a fourni proportionnellement à sa taille le plus gros contingent de Français partis en Syrie et en Irak au nom de Daesh. 27 départs entre 2013 et 2014. Alors que s'ouvre aujourd'hui pour la première fois le procès de la filière djihadiste de Lunel, cette question: comment cette ville est-elle devenue un laboratoire du djihad? Y a-t-il eu un aveuglement ou un renoncement de la part des autorités? On en parle avec Driss Saïd Youssef. Bonjour, spécialiste des questions de terrorisme et de sécurité. Vous êtes président de l'Institut Léonard de Vinci. Merci d'être avec nous sur LCI. Lunel fait partie des 15 communes les plus pauvres de France. Un tiers de la population d'origine maghrébine, taux de chômage 20%. Est-ce que toutes les conditions étaient réunies pour faire de Lunel l'un des principaux foyers de Daesh en France ? Oui, incontestablement oui, parce qu'on cesse de le répéter. C'est-à-dire que la situation sociale, même si qui n'explique pas tout, mais en tout cas la situation sociale de certains secteurs, de certains quartiers, de certaines communes aujourd'hui favorise d'une certaine manière le repli identitaire qui lui-même favorise, j'ai envie de dire, ce côté un peu plus extrémiste. Et aujourd'hui, on a encore une fois une illustration dans le cadre du procès de cette filière avec, c'est vrai, des individus qui se sont radicalisés, même si on peut considérer que l'islam dans cette ville est présente depuis maintenant les années 70-80, mais on a une accélération d'un mouvement, mais qui est aussi lié à ce que je disais, le repli identitaire. Alors parmi les lieux de rencontre de ces djihadistes, il y avait la mosquée de la ville, mais jugée pas assez radicale pour la filière, le Bahut, un snack-bar tenu par un Lunélois parti en Syrie et mort sur place, qui était devenu une salle de prière clandestine, où on discutait de la façon dont on pouvait partir en Syrie ou en Irak. Lunel, c'est un gros village, selon les habitants, où tout le monde se connaît. Comment a-t-on pu laisser les recruteurs prospérer de cette manière ? Il y a eu un mouvement, c'était à l'époque, il y a dans les années 70-80, le tablir. C'est un courant très rigoriste qui vient du Pakistan, qui était un peu le courant de l'islam de référence là-bas. On a eu ensuite une évolution avec, dans cette mosquée, un individu, un imam qui était ultra radicalisé et qui a fait fuir les musulmans, entre guillemets, modérés, les musulmans, pour ne finalement concentrer que les plus radicalisés qui ont, eux, été convertir les autres. Et ensuite, effectivement, il y a eu pas une filière, mais ces individus qui se sont suivis, qui se sont bourrés le mouille, suivis notamment, et qui sont partis en Syrie. Donc il faut l'expliquer comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand on a une mosquée qui se radicalise, ça fait fuir les bons et ça garde ceux qui, évidemment, sont à la quête d'un sens ou d'un statut. Dans ce réseau, il y a des fratries qui y a une émulation djihadiste avec ces fratries, avec ces bandes qui se connaissent, qui ont fait du trafic ensemble. Est-ce que c'est une cible privilégiée pour Daesh, recruter des gens qui se connaissent et qui ne vont peut-être pas se dénoncer une fois pris ? Oui, on le sait, c'était le cas à Barcelone, c'était le cas avec les frères Kouachi, c'était le cas, on a d'autres exemples effectivement en France où on retrouve évidemment des fratries, parce qu'on sait qu'effectivement entre les fratries, il y a plus de discrétion et puis ça favorise d'une certaine manière aussi l'émulation entre les fratries, mais dans le même temps, on sent bien que ça ratisse large et que dans ces villes ou dans ces quartiers, puisqu'on en a aussi en région parisienne, notamment en Seine-Saint-Denis, où évidemment la paupérisation, le repli identitaire va être un terreau extrêmement favorable pour cette organisation terroriste, en tout cas au moins pour radicaliser des individus. Et ensuite, il y a la radicalisation. La radicalisation ne signifie pas pour autant le passage à l'acte. La radicalisation, c'est l'antichambre du passage à l'acte. Et puis ensuite, après, il y a le projet qui est celui de partir ou de commettre un attentat. Voilà aujourd'hui ce qui se passe à Lunel. C'est évidemment ce repli identitaire qui a favorisé la délinquance et ensuite la radicalisation, et ensuite des projets de départ pour la Syrie. On se souvient qu'il y a 3 ans après les attaques terroristes de janvier 2015, il y a eu ce coup de filet à Lunel de la police, des djihadistes qui ont été arrêtés. 3 ans après, on a des militants associatifs qui se battent seuls, sans aide de l'État, pour lutter contre l'islamisme radical. Et la mairie, qui ne dit rien, qui n'est pas très à l'aise avec le fait que Lunel ait l'étiquette de djihadiste city. Pourquoi c'est un tabou? Est-ce qu'il y a un déni de la part de la mairie et les mairies aussi précédentes? Oui,
incontestablement, nous sommes dans le déni de la part de ces élus qui, quelquefois, il faut le rappeler, même si les propos peuvent choquer, ont favorisé d'une certaine manière cette montée en puissance de l'islam politique dans cette ville en acceptant à un moment donné des incursions dans la sphère publique, notamment en pactisant lors des élections locales. C'est une réalité qu'il faut dénoncer, qu'il faut savoir dénoncer. Ça existe dans d'autres villes. On a vu ça après les émeutes de novembre 2005. Aujourd'hui, Lunel paye son clientélisme électoral. Totalement. Et vous avez le livre de Jean-Michel Decugis et Marc Le Plongeon, Le chemin en français, qui l'explique parfaitement bien. Et donc, vous avez aujourd'hui une situation aussi sociale qui l'explique. Quand on dit qu'effectivement, la réponse sécuritaire, et d'ailleurs on le dit régulièrement sur ce plateau, que la réponse judiciaire ou sécuritaire ne peut pas tout résoudre et qu'il y a aussi un aspect social qu'il faut travailler, Lunel en est le parfait exemple. Comment, dans une ville avec un quart des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui touchent des prestations sociales avec 20% de chômage, comment voulez-vous à un moment donné donner de l'espoir, des perspectives à une génération qui a eu une histoire, y compris avec cette ville ou cette région, qui est une génération de jeunes issus de la diversité, de parents immigrés. C'est un vrai sujet. Il nous faut sortir du tout sécuritaire et aussi comprendre à un moment donné le basculement, le déracinement, le basculement, encore une fois, de jeunes nés en France. Merci Driss Ait Youssef, spécialiste des questions de terrorisme et président de l'Institut Léonard de Vinci, d'avoir été avec nous dans la grande édition de midi qui se poursuit. Restez avec nous.